zaza, zazon. Personnes qui ont l'adaptation de porter un enfant, comme possibilité de porter un enfant. Personne n'a la capacité de porter un enfant. Personne n'a la capacité de porter un enfant. Personne n'a la capacité de porter un enfant. Voilà, c'est ce que je utilise quand, par exemple, pour faire, je dis pas maternité, je dis pas paternité, je dis pas le mot paternité, maternité, papa, maman, je suis zaza, zazon, pompon, papon, papon, pour personne capacité ou personne que je suis en couple et pas genre c'est mieux au petit copain parce que c'est beaucoup trop compliqué, je trouve, ou personne genrée d'un genre binaire, personne d'un genre personne, oh là, c'est compliqué. Personne, j'utilise le mot zaza, zazon, zazon, comme, en fait, une possibilité d'étudier la binarité. Zazon, zaza. Comme, non. Comme tout ça. Et j'utilise pour ami ou amix ou amix, ami, amix, professix ou j'utilise le professeur, heureuse, comme pronom. Et j'utilise souvent ça quand je sais utiliser des pronoms inclusifs. Parce que je trouve ça plus facile d'utiliser comme ça. Professeur, professeur, pour une personne. Donc, par exemple, une personne peut avoir quelque chose, intérieur d'une personne. Une personne peut avoir quelque chose, une personne peut avoir un caractère et une personne peut avoir un pronom. Et pour les agriculteurs institutrices, c'est important que objet est important. Voilà, je parle complètement en inclusif là. Voilà. Je sais, c'est pas parfait en inclusif. J'essaie d'apprendre le maximum d'inclusivité dans une manière de passer de l'inclusivité, mais c'est une manière inclusive que j'utilise très souvent. Et j'utilise une bonne inclusive, j'utilise personnes qui sont en couple plutôt que être en couple, parce que je trouve que personnes qui sont en couple, ça fait plus logique. Personne qui a la possibilité d'avoir un enfant, ou les humains, ou voilà, les humains. J'utilise le mot les humains pour signifier, par exemple, que mon lait est humain. J'utilise plutôt une partie génitale plutôt que de dire un sexe précis pour définir, parce que je trouve que c'est plus facile de pas mettre un sexe précis. Je trouve. Quand j'ai vraiment pas envie comme genre complètement, je trouve que c'est bien d'utiliser par exemple personne, individu, plutôt que je trouve que mettre un genre dans quelque chose, c'est compliqué. Je préfère des fois utiliser plutôt génital ou par exemple personne. Je sais que c'est peut-être pas une solution exacte pour simplement utiliser tout ce qui est par exemple protection. Moi je dis protection humain, protection de personnes, protection humain. Pour utiliser protection pour les protections intimes, je trouve protection intime plutôt que mettre un genre protection masculin ou féminin, c'est une manière un peu ou pratique sexuelle intime avec une personne, parce que je trouve que c'est de manière non genrée, parce que je trouve que par exemple personne n'a capacité de se marier, je trouve ça plus non genré plutôt que dire mari et femme, c'est trop genré. Je trouve que c'est trop genré. Du coup, je préfère tout simplement utiliser quelque chose qui n'est pas genré pour mettre le contexte d'un côté un peu non genré des choses. Et oui, je sais que c'est un tout petit peu abstrait de penser comme ça. C'est un peu abstrait de penser comme ça. Je sais que c'est un peu abstrait de penser comme ça. Je dirais qu'on me dit, mais il y a un côté de la barbe qui s'est ici, il y a un côté de l'autre côté qui s'est détaché, et un côté de là qui est là-bas. On peut rien. Et du coup, c'est un côté un peu abstrait. C'est un côté un peu abstrait, en fait, pour définir le genre en général.
c'est un côté un peu abstrait du genre que j'ai une idée un peu abstrait. Voilà, c'est une manière un peu de non-genrer un peu le genre, c'est une manière de non-genrer en fait, un genre précis. En gros, c'est une manière de non-genrer le genre. C'est une manière de non-genrer en fait. C'est une manière de pas utiliser un genre précis pour genre quelque chose. J'utilise pas le mot j'utilise plutôt partie intime parce que je trouve par exemple le corps humain plutôt que le corps féminin masculin parce que je trouve que c'est une manière non genrée, mais les personnes qui sont binaires ils ont beaucoup de mal avec ce genre de mots. Et quand je dis ce genre de mots, j'ai l'impression que c'est souvent l'incompréhension en mode mais tu parles de quoi? Du coup, j'utilise souvent des mots qui sont binaires. Je mets entre des mots qui sont non genrés, des mots genrés, des mots qui sont binaires avec des mélangés non genrés pour du contexte de quelque chose. Parce que je trouve que utiliser des mots qui sont non genrés à des situations qui sont pas forcément agréables et qui peut être stigmatisant pour différentes manières est compliqué de base. Et du coup, je trouve ça du contexte de quelque chose, je trouve ça un peu compliqué d'expliquer à quelqu'un que moi, je me genre comme ça et que moi, je me genre comme ça. Du coup, je trouve ça des fois plus facile. Après, de ce côté-là, où, voilà. Après, j'utilise apparence non genrée, apparence neutre ou apparence inclusive que j'utilise comme terme en guillemets. Et je sais pas si d'autres personnes utilisent le terme inclusif parce que je me suis beaucoup informée sur le sujet, sur le terme inclusif, même si je connais pas encore tous les termes comme tout pour ou cette pour dire cette chose ou cette chose ou quelque chose ou quelque chose. Et vu que je suis fan du Japon, je suis comme Chichi, comme parent Chichi ou Fraude, euh, Adelph comme frère et sœur. Ou ceci ou cela quand je dessine quelque chose pour quelque chose de précis. Du coup, il y a beaucoup de moments où je suis genrée. Il y a des moments où je suis vraiment quelque chose de non genré complètement. Dans des milieux où je suis pas vraiment genrée, ce que je suis, c'est souvent des milieux où je suis pas vraiment genrée complètement. Et c'est vrai que je sais qu'on dit, mais c'est un tout petit peu extrême de penser comme ça, un peu extrême, d'utiliser l'humain, d'utiliser d'utiliser les humains ou d'enfant ou quasiment humain qui porte un enfant plutôt qu'utiliser homme ou femme qui porte un enfant. Voilà. C'est une manière de non-genrer. Et le mot poitrine, moi, j'utilise comme partie du corps avec des formes pour essayer de non-genrer les seins. Je non-genre carrément la poitrine, carrément. C'est un scandale. Waouh! Mais en fait, c'est un tout petit peu une manière un peu souvent on trouve que c'est un tout petit peu à l'extrême de penser comme ça, mais c'est une manière, j'ai toujours de cette manière, même quand je ne choisissais pas les pronoms inclusifs, toujours une manière non genrée, inconsciemment, parce que j'ai toujours genré de manière inconsciemment, c'est bien inconscient que je genre inconsciemment, je genre de manière neutre inconsciemment. Des fois, je me rends pas compte que des moments, des situations où c'est un tube binaire ou non self room, j'ai déjà fait un disclaimer, même si j'aime pas mettre des disclaimers tout le temps, parce que le truc disclaimer c'est bien aussi, mais des fois c'est un petit peu énervant disclaimer. Après je trouve que des fois les situations où par accident j'aurai de manière inclusive, voilà. Des fois je vais jouer de manière inclusive, et je sais que des fois c'est pas forcément bien parce que les gens vont pas comprendre que je genre de manière inclusive. Et c'est une manière aussi où les gens ne comprennent pas que je genre de manière inclusive et ils vont pas comprendre pourquoi je genre de manière inclusive, parce que pour eux c'est pas compréhensible que je genre de manière inclusive. Et souvent c'est un peu l'incompréhension que je genre de manière inclusive. Pour eux ça serait logique que je genre
de manière féminine ou masculine, sauf que c'est pas le cas. Et du coup, c'est un peu gênant à ce contexte. Il y a des contextes où clairement, ça m'arrive de me genrer en inclusif sans me rendre compte que c'est inclusif et que c'est pas le bon moment ou le bon instant. Et des fois, t'es tellement inclusif que des fois, t'as plus l'habitude de te genrer au binaire et du coup, t'as du mal à te genrer au pas binaire du tout. Et il y a des comme ça, ou des, par exemple, des situations comme ça, je pense, des situations, par exemple, tu as l'habitude que tes papiers soient considérés comme hommes ou femmes, les deux. Voilà, deux. Et quand des situations où tu n'as pas l'habitude que les gens se genrent comme ça ou comme ça, c'est compliqué. Par exemple, chez moi, j'utilise des toilettes non genrées, non binaires. Et du coup, quand je suis dans un milieu où il n'y a pas de toilettes binaires, quand je suis vraiment tout le temps chez moi, c'est compliqué parce que du coup, je suis en mode, comment je fais? Parce que je suis perdue. Je suis paumée. Parce que j'utilise comme une affiche, en fait, que j'utilise pour, une affiche plastique que j'utilise pour, me genrer, pour faire mettre des limites, en fait. Je mets des limites. En fait, comme ça, on sait que quand je suis dans les toilettes, ou quand je suis dans le vestiaire, ou quand je suis dans les toilettes, on ne doit pas rentrer dans mes toilettes, on n'a pas le droit de rentrer. On n'a pas le droit de rentrer dans les toilettes. Ou carrément une portable en disant oui, attention, excusez-moi non binaire, comme ça on rentre pas dans mon intimité. Comme ça, il y a un espace, quelqu'un que je connais pas. J'ai un espace disant, ok, il y a un espace entre toi et moi, mais je veux pas que tu rentres dans mon espace à moi. Parce que je veux pas que tu rentres dans mon espace à moi. Du coup, je mets des limites, en fait. Et je sais que, voilà, c'est un peu extrême, mais des fois aussi, il y a ce côté-là où, dans des milieux où ils ont pas des fois les pronoms inclusifs, des personnes où, des fois, elles sont pas dans les milieux sociaux, il n'y a pas de toilettes inclusives. Des fois, des fois, quand les écoles ou les travail upset, au moins, t'as ton petit truc qui est marqué et tu colles dessus et comme ça, tu dis, voilà, ok, j'ai collé ça, on sait que c'est non genré et c'est bien. Et du coup, je trouve ça mieux parce que du coup, il y a des endroits où ils connaissent pas les panneaux, ils savent pas les significations qu'il peut avoir. Et du coup, le fait d'avoir son propre panneau, d'avoir son propre truc, ça fait que, du coup, il y a des moments où ils comprennent, ah, de toute façon, faut pas rentrer, tout ça. Parce qu'en fait, on ne comprend pas pourquoi, genre, les toilettes non genrées, c'est une question, en fait, de corps, en fait. Pour quelqu'un qui est binaire, mon corps à moi peut déranger. Mon corps à moi peut déranger. Les poils, la pilosité, la voix, le maquillage que je porte, mes packages, mon blender que je porte, ça peut déranger. Tout ça, c'est des choses qui dérangent les gens. Et en fait, pour quelqu'un qui n'est pas habitué à ça, ça peut déranger. Et moi, ça me dérange parce que les gens regardent mon corps et vont forcément l'obséder. Il y aura des commentaires, des jugements sur ça. Des commentaires, des jugements sur le fait, des jugements, des jugements et des commentaires sur ça, en fait. Des commentaires, des jugements sur ça. Et moi, je me sens pas forcément à l'aise avec ça. Du fait qu'on voit mon corps, qu'on observe mon corps, et quand je suis des périodes vraiment dysphoriques, c'est dérangeant de voir que les gens voient mon corps. Et du coup, pour moi, avoir des toilettes neutres, c'est plus facile parce que limite, à des moments où je suis pas forcément à l'aise avec mon corps, des moments où je suis pas vraiment à l'aise, j'ai plus vision. Alors, le fait d'avoir de choisir entre homme, femme ou neutre est beaucoup plus facile à gérer. Parce qu'en fonction de ce que je ressens, je peux choisir entre aller chez les femmes ou aller chez les hommes. Ou aller chez les neutres. Et c'est plus facile pour moi de choisir des fois ou, mais si j'avais le choix complètement, pour mon neutre. Parce que je trouve que c'est bien. C'est bien, mais c'est équilibré parce que du coup, tu te out. Du coup, il y a des moments où t'as pas forcément les gens qui savent que tu es non-binaire. Et du coup, automatiquement, ils savent que tu es non-binaire. Et du coup, c'est un tout petit peu gênant. Et il y a ce côté-là où si t'as ce côté, t'as envie que les gens te fétichisent pas et quand ils savent, tu peux aussi avoir des refus et ça peut être gênant aussi pour toi, pour ta ressenti à toi. Du coup, moi, je trouve ça malaisant et gênant, en fait, du point de vue de ça. Et je trouve ça gênant, malaisant et forcément perturbant et mal pour ça. Du coup, des fois, des situations où je me sens pas trop à l'aise avec ça. Avec le corps que je peux avoir et comment je peux être le corps. Et forcément, c'est malaisant. C'est malaisant. Forcément, c'est malaisant. Et forcément, je suis pas à l'aise. Il y a des moments où je me sens pas forcément à l'aise. Et vraiment, ça peut vraiment passer par la dysphorie
par des craintes, par des peurs, de la panique et toute cette angoisse toute cette dysphorie que j'ai, cette crainte, fait que je dis comme mon parano, je vais m'énerver, je vais pleurer, je vais être nerveux, je vais être nerveux et nerveuse et va arriver que je vais être fatiguée et et du coup je vais être fatiguée. Du coup je vais être crevée par ça. Et du coup, il y a des moments, des jours où j'ai pas la force, j'ai pas la force de dire, ok, j'ai pas envie de toujours être m'améliorer. Et c'est ça. Et, et du coup, des moments, je suis genre crevée. J'ai pas forcément envie toujours de dire aux gens, ok, c'est ça, être non-binaire. Ok, c'est ça. Et des fois, c'est un peu fatigant. C'est fatigant pour moi. Et c'est fatigant pour moi. Des fois, ce que je trouve ça bien, c'est de, par exemple, faire des manuels. Quand je fais des manuels, par exemple, avant je faisais ça, des manuels où je marquais ce que c'était les camps du genre, les pronoms, dans un petit carnet. Et j'ai arrêté de le faire parce que je trouvais ça un peu énervant de le faire tout le temps. Et du coup, ça m'aidait à éditer de la non-mérité pour avoir assez de trucs pour avoir être bien. Et quand les gens me disaient monsieur ou madame, je mettais somme ou mom. Non, un mélange entre ma mad et mad, voilà, le mot mad, qui veut dire madame, madame, monsieur, voilà, madame, monsieur. Et vu qu'il n'y a pas de nom précisément de monsieur, madame, j'ai vu des pronoms inclusifs qui les gens utilisaient des pronoms inclusifs pour dire madame, monsieur. Et des fois, les gens osent pas dire madame, monsieur, et c'est gênant. En fait, des fois, j'ose pas trop demander aux gens, s'il vous plaît, vous utilisez des pronoms inclusifs dans mes documents. J'ose pas. Clairement, j'ose pas. J'ose pas demander. C'est une peur que j'ai. C'est vrai que c'est quelque chose que j'ai pas réussi à faire, qui fait que je suis légèrement déçue, je pense. J'ai quand même décevante parce que j'aurais aimé au moins un papier que j'ai soit en pronom inclusif pour prouver que que je suis là pour inclusif dans le quotidien, euh, de manière juridique. Et j'ai pas de preuves. Et c'est la grosse frustration que j'ai. J'arrive pas. J'arrive pas et je n'arrive pas, en fait, à intégrer des pronoms inclusifs dans mes documents officiels et c'est frustrant. Je me sens extrêmement frustrée pour ça. C'est ma grande frustration parce que, du coup, ça n'égalise pas les pronoms inclusifs que j'utilise. Et à un moment, pourquoi l'égaliser? Parce que c'est comme si les pronoms que j'utilisais n'existaient pas. C'est comme si les pronoms que j'utilisais n'existaient pas. C'est comme s'il n'y avait pas de preuve juridique que mes pronoms n'existaient pas. Et c'est frustrant parce que, limite, quand je dis tes pronoms, on me dit ça n'existe pas, donc j'utilise pas ces pronoms-là. Et à ce côté-là où juridiquement, il n'y a pas de preuve que j'ai des pronoms inclusifs, des toilettes inclusifs. Du coup, c'est comme si tu disais pas de toilettes inclusifs. Du coup, c'est comme si les toilettes inclusives n'existaient pas. C'est comme si les pronoms n'existaient pas. Et du coup, moi, j'ai besoin pour que les gens voient comme moi je me vois. Et du coup, moi, qu'on m'utilise comme code binaire et quand je d'utiliser des étiquettes binaires parce que je veux essayer des moments d'étiquettes binaires parce que j'ai encore dans ma tête qui pense que je peux devenir binaire, c'est frustrant. Parce que forcément, j'ai envie d'être dans la binarité et j'ai peur. Forcément. J'ai peur. J'ai peur. Du coup, je suis forcément un peu effrayée et inquiet du regard des gens. De comment les gens peuvent me percevoir. Et forcément, je suis paniquée. Et forcément, je suis angoissée. Parce que je me dis, oui, j'ai des droits. En tant que personne binaire, j'ai des droits. Oui, en tant que personne binaire, j'ai des droits. J'ai des droits. Mais, des moments, les pronoms inclusifs, le fait que ce soit pas reconnu est dérangeant pour moi. Au début, ça me dérangeait pas trop. Maintenant, ça me dérange plus parce que
j'ai l'impression que quand je dis des pronoms inclusifs, c'est pas comme reconnu légalement. C'est-à-dire que le fait de pas avoir des papiers et des pronoms inclusifs, c'est dérangeant. Et je sais pas comment faire pour légaliser, de faire que ce soit légal et d'avoir des preuves légales, comme si j'avais des preuves légales, parce que souvent les gens sont hyper réticents. J'arrive pas à les donner envie d'utiliser des pronoms inclusifs avec moi. Et certains arrivent à prendre des pronoms inclusifs, sauf que d'autres abandonnent après. Et je me sens comme une énorme frustration. Et je sens cette frustration en moi qui monte. Et je me dis, mais comment ils font? Comment font les autres personnes non binaires pour légaliser leurs pronoms? Et c'est frustrant parce que j'ai l'impression de des pronoms qui n'existent pas, même s'il y a des preuves d'existence de non-binarité, même s'il y a des preuves d'exemple et tout ça. Mais pour moi, si juridiquement, c'est pas considéré, c'est comme si mes toilettes inclusives n'est pas considéré, et c'est quelque chose de vraiment ce qui me fait mal en fait, parce que j'ai l'impression que mes pronoms inclusifs ne sont pas légalisés, j'ai l'impression que les toilettes ne sont pas légales, et chaque fois que j'ai demandé d'utiliser des toilettes inclusives, les gens ne veulent pas mettre par papier que j'utilise des pronoms inclusifs. Ils disent qu'ils utilisent des toilettes normales pour se changer. Sauf que c'est pas ce que je veux. Ils ne comprennent pas ce que je veux. Et du coup, c'est frustrant. Et je me sens comme frustrée. Et j'ai envie de pleurer. Et j'ai envie d'être triste. Et je peux pas être triste pour ça. Et je n'arrive pas à me dire non, ne te sens pas vexé par ça. Ne te sens pas humilié par ça. Et ce côté-là où j'avais utilisé pendant des toilettes inclusifs, sauf que par papier, c'était pas mis par papier, que j'utilisais pendant des toilettes inclusives. Donc, du coup, automatiquement, c'était frustrant pour moi. Parce que je voulais qu'on légalise en me disant, voilà, elle utilise des toilettes inclusives dans les papiers. Sauf que c'est pas le cas. Et du coup, j'ai l'impression que, et aussi ce côté-là où on veut pas montrer une image des toilettes. J'ai l'impression que c'est pas vraiment mes toilettes, c'est des toilettes que j'utilise occasionnellement. Du coup, j'ai l'impression que c'est toujours compliqué de se changer, de prendre ma testostérone tranquillement, parce que je suis obligée de carrément, obligée de demander au moment de faire un peu, c'est comme si rien n'est confortable, en fait. Et ce côté-là où c'est inconfortable au point de prendre sa tête dans un milieu de travail, parce que t'as l'impression que c'est gênant, c'est malaisant, et c'est complètement difficile d'aller dans le travail, d'être bien, de dire ok, je fais le travail, je me sens bien d'aller aux toilettes neutres. Et c'est difficile parce que t'as l'impression que, disons tout ça, par exemple, le contrat de travail avec des pronoms inclusifs, des toilettes, les papiers contrats et tout ça, non. Et ce côté-là aussi où les mentions de genre, les gens ne refusent d'échanger. Et c'est quelque chose de frustrant, limite. C'est frustrant de dire que certains refusent de changer dans son genre, dans les papiers administratifs. Et c'est frustrant. Et certains upset, et quand tu upset, c'est oui. Mais t'as les conséquences où tu sais pas vraiment où on te met. Et oui, tu sais pas vraiment où on te met. T'as les pronoms inclusifs, mais le côté négatif, c'est que tu sais pas vraiment où on te met. Et du coup, t'as l'impression de pas savoir où tu peux te mettre, tout ça. T'as cette constitution où t'es reconnu légalement, biologiquement, en tant que non-binaire, légalement ou juridiquement. Ce côté-là où t'es aussi entre les deux. Et du coup, on sait pas où te mettre. Et t'as ce côté où je me dis que quand le physique je me dis que quand physiquement, ça va se voir encore plus qu'avant, je me dis que quand physiquement, ça va se voir encore plus qu'avant, quand ça va arriver bientôt, je sais pas comment je vais gérer. Déjà, le fait que déjà ma voix, fait que finalement, au niveau de la binarité, les gens ont plus de mal à me genrer. Au début, ça passe. Après, tu passes plus vraiment. Mais ça te plaît de plus vraiment. Du coup, c'est
c'est bien de plus passer. Parce que, tellement, les gens te voient comme toi, tu te vois, et du coup, c'est genre, ouais, c'est super. Et des moments, il y a le oui, ça passe bien, mais il y a le mais. Le gros mais. Où, le mais, c'est que, on sait pas où te mettre, finalement. Mon prénom que j'utilise, c'est un prénom, normalement, sur Google, masculin. Et du coup, ça m'arrive automatiquement des fois qu'on me met au masculin plutôt que féminin. Ce qui fait que c'est politique, entre guillemets, j'ai pris exprès un nom masculin, donc je trouve que j'ai pas un bon passing, du coup. Et du coup, j'ai un passing interactif, c'est un passé qu'une fois sur deux je passe, une fois sur deux je passe pas. Ça veut dire que c'est un mon demi-passing, quoi. Ça, le demi-passing, je sais pas si ça existe vraiment, demi-passing, je sais pas du tout. Mais voilà. Mais du coup, je trouve ça un peu difficile, des moments. Des moments, je trouve ça bien, mais difficile à la fois. Et à ce côté où j'ai cette crainte, parce que dans un pays, je peux être refusée. Dans un pays, la thé peut être refusée. Dans un pays, les packages peuvent être refusés. Dans un pays, les bleeders peuvent être refusés. Et du coup, où je dois juste me contenter de mon corps à moi. Et moi, dans le côté très petit que je pensais pas avoir des situations où on peut me refuser à cause que je suis entre les deux, légalement. Et oui, tu peux être refusé. Et à ce côté-là où je trouve que c'est, en élément anglophone, c'est hyper expliqué, ou au Québec, en Montréal, tout ce qui est par exemple le Canada, partie francophone, c'est expliqué correctement les thématiques non binaires sur ça. Mais on n'explique pas le côté négatif qui peut arriver, qui est le fait que on n'approfite pas le sujet du fait que les toilettes inclusives peut être négatif aussi. Ça peut être négatif comme positif, parce que le côté négatif, c'est que oui, t'es connu, mais automatiquement tu te out. Du coup, les gens savent que t'es non-binaire. Ils savent que t'es non-binaire ou trans, forcément. Et du coup, des moments, t'as pas forcément envie qu'on sache, et forcément, on te voit dans les toilettes, du coup, on sait que t'es non-binaire. Du coup, ça peut être malaisant. Et des moments comme ça où, je sais pas, quand je suis non-binaire, et on sait que je suis non-binaire parce que on voit que je suis dans les toilettes. Et du coup, c'est, et des moments, c'est positif, parce que du coup, toi, on te considère automatiquement, on fait des explications longues sur, t'as pas de faire des explications longues sur la non-binarité, parce que, automatiquement, ça se voit. Ce qui est hyper positif. Mais sans compter où certaines cultures, certaines religions, certaines personnes peuvent refuser. C'est un médecin, c'est un milieu médical et social peut refuser. Et même proche de toi. Ce qui fait que c'est assez difficile parce que de cette manière, on pense que c'est que social. Et en fait, c'est pas que social. En fait, automatiquement, on pense que c'est que social non binaire. Et en fait, même si tu es hormoné, ça joue beaucoup sur le socio d'abord, au premier. Et ça, c'est quelque chose que j'ai remarqué très souvent. Et c'est vrai que j'ai eu beaucoup de témoignages sur le site que je cite tout le temps, beaucoup. Et des fois, je suis en mode je m'en foutisme et j'utilise comme des points inclusifs et je force en fait des choses. Je suis grosse forceuse à des moments. Je suis une grosse forceuse et un gros forceur à des moments. Des moments, je sais très bien que on va pas comprendre ce que je dis et je le fais quand même. Je sais très bien que j'utilise même ou mam ou zaza ou pampan ou babou comme des pronoms inclusifs. Euh, Malgré que les gens ne comprennent pas. Pour que eux-mêmes comprennent d'eux-mêmes. Et du coup, une fois sur deux, ça marche. Et je sais très bien que c'est une manière un peu infantile. Et aussi, j'utilise beaucoup aussi de petites cartes. J'utilise des cartes aussi avec les pronoms dessus. Je fais des cartes, j'utilise des cartes avec des pronoms inclusifs. Oui, des petites cartes comme ça. Cartes. Donc, j'utilise des cartes pour les pronoms inclusifs. Donc, j'ai des cartes que je prends avec moi. C'est comme mon passeport un peu. J'utilise des cartes avec les pronoms inclusifs. Je
J'utilise des cartes avec des pronoms inclusifs dessus. J'utilise des petites cartes avec des pronoms, comme ça les gens savent mes pronoms. Et je me prends avec ça, mais donc voilà, je suis non-binaire, allez, mon nom, comme ça les gens comprennent que c'est mon prénom. Du coup, j'utilise beaucoup ça aussi. J'utilise aussi des panneaux pour les toilettes, pour donner des limites aux toilettes. Des petits panneaux, et j'utilise aussi un journal de bord aussi, pour un journal de bord pour expliquer tout ce qu'il faut faire et toute l'image que j'ai fait dedans, toutes les choses que j'ai dans ma solution. J'utilise ça aussi. J'utilise beaucoup de choses comme ça. J'utilise des cartes pour utiliser tout ce qui est pronom, adresse, tout ça. Et ça me sert beaucoup parce que du coup, des moments où j'oublie le numéro de téléphone, moi j'ai le numéro de chacun et tout ça. J'utilise aussi pour l'handicap, pour mon trouble autistique, j'utilise beaucoup de, 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 de tournesol. D'utiliser le tournesol pour, voilà, que, vu que mon handicap est invisible, pour expliquer aux gens que j'ai un handicap invisible et qu'il faut être tolérant, tout ça. Et je fais ça parce que des moments, des situations où je peux surréagir, des situations qui sont inconfortables pour moi et faire comprendre aux autres que mon handicap, que des moments compliqués pour moi. Parce que des fois, les gens ne comprennent pas forcément pourquoi je prends un casque anti-bruit parce que je suis stressée, pourquoi je prends un objet anti-stress avec moi parce que ça, tout ça. Et des fois, il y a des situations qui peuvent m'angoisser, des situations où je suis angoissée, où je suis nerveuse et nerveux. Et j'ai besoin d'être rassurée, j'ai besoin d'être bien, j'ai besoin d'avoir ce côté où on peut me rassurer, on peut me faire du bien. Et je pense qu'on comprend pas pourquoi je prends beaucoup de café, de coca et tout ça. Parce que c'est la chose qui calme les énergies, c'est la chose qui apaise ma, mon changement d'humeur et mes émotions fortes en tant que personne qui est HP. C'est la chose qui me calme et qui m'apaise, en fait. C'est la chose qui apaise mes émotions et qui me calme. Parce que sans caféine, j'ai beaucoup de difficultés à garder mes émotions. J'ai beaucoup de mal. Et, et du coup, le fait de prendre de la caféine m'aide à me concentrer et à calmer mes émotions fortes, les moments où j'arrive pas à les calmer. Parce que j'ai beaucoup de mal à calmer mes émotions. Et je sais que beaucoup de gens disent que le café c'est pas bon pour la santé, que c'est pas bon, tout ça. Mais c'est la seule solution qui marche avec moi. C'est la caféine. Et le thé calmant. Le thé calmant, les thés calmants et la méditation, le yoga et les huiles essentielles. Et les massages. Chose qui me calme vraiment. Mais des situations vraiment où j'arrive pas à me calmer. Et j'ai besoin du café pour me calmer, sinon j'arrive pas. Et je sais que beaucoup de gens n'arrivent pas. Et des fois, le café, ça me calme et ça m'aide aussi à dormir. À des moments, j'arrive pas à dormir. J'arrive pas à dormir. Beaucoup de gens, le café, ça les agite. Moi, ça me calme. Ça m'aide à me concentrer. À des moments, j'arrive pas à me concentrer. Et le poisson, l'huile de poisson, quand j'ai lu, ça va me calmer aussi. Donc, en fait, il y a beaucoup de choses qui fait que je me calme et qui fait que j'arrive à me calmer. Et des fois aussi, de montrer aux autres que j'ai un handicap invisible. Ce sont vraiment où, j'ai pas envie de me outer toujours en tant que personne handicapée. Des fois, je me out pas du tout. Des fois, je dis voilà, je dis pas que je suis handicapée, je dis pas que j'ai un trouble autistique. Et des fois, je le dis, mais je dis pas précisément pourquoi. Et j'explique aux autres. Des fois, j'ai pas forcément envie d'expliquer. Et du coup, j'ai envie de mettre un badge pour expliquer que je suis un trouble autistique. Handicap invisible. Pour, en fait, que seules mes réactions, quand j'ai un comportement, ou que je suis en décalage au niveau des habillements, que je suis décalage et que j'ai du mal à me concentrer, que je suis fatiguée, que je parle mal. Et il faut comprendre que c'est mon handicap, parce que je suis HP, parce que j'ai un trouble autistique, parce que je suis hyperactive et que j'ai un trouble d'inattention. Et qu'il faut comprendre que je suis comme ça. Et tout ça. Et aussi, c'est parce que aussi, des fois, mes réactions vers mes idées, ma esprit peuvent faire des réactions que je peux avoir. Et avec les hormones, ça intensifie les choses. En fait, avec le testostérone, les émotions sont intensifiées. Ça intensifie mes émotions, ça intensifie mes humeurs. Sauf qu'il y a des possibilités d'hormones qui intensifient beaucoup moins les humeurs et les possibilités d'hormones de THS, de molécules d'hormones qui sont plus possibilités, qui arrêtent aussi, par exemple, qui sont trop autistiques ou HP, des molécules qui peuvent aider et des molécules qui peuvent
plus être mieux pour les personnes non binaires, mais qui sont pas accessibles, pas accessibles, à moins que tu vas dans le black, que tu prends le black, que c'est illégal, que tu prends un testostérone internet et que tu achètes, ce qui n'est pas légal du tout et que c'est pas du tout éthique. Mais après, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas le choix. Quand t'as pas le choix, t'as pas vraiment le choix, en fait. Après, il y a certains pays où ils le prennent pas vraiment mal, le fait que tu le fasses. Tant que c'est par un médecin à côté et que tu le fasses, mais quand même, le médecin est à côté de toi, c'est pas mauvais. Et la raison de pourquoi je prends pas un traitement qui pourrait éviter d'accentuer mes humeurs, parce que les traitements hormonaux, d'utilisation qui peut atténuer les humeurs et l'humeur, le changement d'humeur, c'est souvent le patch, le patch qui peut atténuer les humeurs. Il y a le patch qui peut atténuer les humeurs, sauf que le patch, euh, il n'est pas accessible. Il n'est pas accessible à tout le monde et il y a beaucoup de médecins qui ne le font pas. Dans certains pays, par exemple le Canada, l'Angleterre, qui le font. Mais dans certains pays qui sont européens, ils le font pas. En dehors de l'Italie et l'Espagne. Donc en fait, il faut ou aller en Italie ou aller en Espagne. Je crois. Je sais que l'Italie, ils le font. Je sais que l'Italie, je sais pas sûr, mais je sais que l'Italie, ils le font aussi. Ils font le patch et en Espagne aussi. Et je sais que en Suisse, en France, ils le font pas. En France, ils le font, mais ça dépend des personnes. Il y a l'androgel, il y a le gel, il y a le patch, il y a la pilule, il y a aussi tout ce qui est nasal, euh, il y a l'injection intramusculaire et cutanée, et tu as le patch et tu as le gel et la pompe. Et le le gel hormonal, le gel, le truc, c'est qu'il peut être uni pour une personne non binaire, pour une personne non binaire qui aurait trouble autistique. Normalement, ce qu'il propose comme traitement hormonal, c'est un traitement qui soit entre, un mélange entre patch et gel. Un mélange entre les deux. Qui atténue. Parce qu'ils disent que ça peut atténuer tout ça. Ils disent que les bloqueurs aussi, ça peut atténuer les changements d'humeur pour une personne qui a un trouble autistique. Mais le truc, c'est que souvent, parce qu'on est autistique, on demande un suivi différent pour les personnes non binaires et trans, personnes non binaires et trans, parce que ils disent que potentiellement, il faut avoir un suivi beaucoup plus assidu et quelque chose de plus assidu et beaucoup plus précis pour des choses et qui n'est pas du tout accessibilité en Suisse ou en France, personnes qui ont trouble autistique. Et justement, c'est le problème que je trouve qui est assez majeur, c'est que les personnes qui sont autistique n'ont aucune chance d'avoir traitement hormonal ou c'est dans la chance, mais ils arrivent et d'autres n'arrivent pas. Et à ce côté-là où c'est difficile parce que du coup, on doit regarder ton adaptabilité pour que tu aptes ou pas. Sauf que une personne qui a trouble autistique peut très bien changer d'humeur et tu peux très bien jouer apte, être lucide et être complètement calme et lucide. Genre, je dis lucide, c'est vraiment calme. Lucide, c'est vraiment être calme et des moments vraiment être dans l'agitation, dans le côté agité, complètement dans le côté obsessionnel des choses. Et il y a des moments comme ça. Dès que t'as un moment qui est déstabilisant, que tu connais pas, tu vas forcément déstabiliser et tu vas louper quelque chose. C'est pour ça que je dis simplement que les résultats peuvent être faussés. Beaucoup de choses. Et tu peux pas prouver la nobilité de quelqu'un depuis très 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 longtemps. T'as pas à valider un genre, tu n'as pas à valider un genre ou un partie génitale de quelqu'un. C'est-à-dire que tu dois pas valider une partie génitale de quelqu'un, ni un genre, une validité. Parce que le genre veut valider une partie génitale, sauf que, je trouve qu'il n'y a pas à valider une partie génitale de quelqu'un. Pour moi, c'est transphobe de penser que tu dois valider une partie génitale de quelqu'un. Parce que tu dois valider ta partie génitale, tu dois valider tes hormones que tu prends à une personne. Parce que tu dois avoir des hormones valides, c'est-à-dire que si tu prends pas l'injection, tu n'es pas une femme, tu prends pas
Si tu prends pas l'EG, t'es pas une femme. Si tu prends pas l'injection, tu n'es pas un homme trans ou tout ça. Et moi, je trouve que c'est hyper rabaissant en tant d'homme trans de se baser sur des clichés d'hommes trans et de clichés d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes et même dire que t'es un homme qui fait pas de mammectomie, c'est pas la même chose. C'est pas un homme qui a une poitrine, c'est très. Un homme qui a une poitrine ou une femme qui a une poitrine ou un homme qui a une poitrine. En fait, il faut tout simplement dire que c'est un homme à poitrine, c'est tout. Il n'y a même pas de question d'homme trans, femme trans. Il y a juste une question de une femme, un homme trans c'est un homme et une femme trans c'est une femme. Point. C'est tout ça. Le binaire c'est quelqu'un qui est une femme et un homme. Point. Il n'y a pas de question à se poser si c'était un homme ou une femme. C'est un homme. Voilà. Point. Pour moi, le fait que on valide, pour moi, c'est un homme trans. Si il n'a pas fait l'opération, ça reste un homme. Tout court. C'est un homme comme tous les hommes, malgré qu'il a pas. C'est-à-dire que c'est un homme à vagin. C'est-à-dire que vagin égale homme. Femme égale pénis. Forcément. Moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Et pour moi, c'est ça. Pour moi, c'est ça. Genre, il n'y a pas de question de, pour moi, j'aurais des parties génitales, c'est quasiment féticher c'est un féticher les parties génitales de l'homme trans, de la femme trans, pas non binaire. Sauf qu'il faut pas fétichiser, il faut pas jorer en mode, faut végétiser, en disant, oui, t'as des ovaires, donc forcément, t'es un homme, forcément. Il y a des hommes qui ont des ovaires, il y a des femmes qui ont des testicules, et qui ont du sperme, et forcément, il y a des hommes trans qui ont du sperme, mais qui ne peuvent pas faire des enfants avec, ou il y a des femmes trans qui peuvent faire. Et il y a tellement de combinaisons différentes, qu'en fait, on ne peut pas mettre quelque chose dans un modèle. Pour moi, le problème, c'est le fait que la femme trans, on veut le mettre dans un modèle. Sauf que c'est pas une possibilité de mettre la femme trans dans un modèle. Pour moi, il faudrait tout simplement pas mettre une femme dans un modèle de femme. Pour moi, il faudrait carrément, pourquoi constamment dire il a un sexe d'homme, sauf que c'est pas le cas. Ça reste une femme, malgré que la personne a un pénis. Mais pénis, ça veut pas dire forcément homme. Ça veut dire femme. Et c'est une femme qui a un pénis, c'est pas masculin, c'est féminin. Ils sont la même sensation d'un vagin, même avec un pénis, c'est la même sensation. C'est la même sensation. C'est la même chose. Et ce côté-là où t'as des questions hyper indiscrètes quand t'es en couple, par exemple deux hommes trans, deux femmes trans ou un couple de d'hommes trans, d'avoir des questions hyper indiscrètes sur des sujets qui sont indiscrets, parce qu'ils sont ensemble, et à ce côté où c'est négatif et des questions hyper indiscrètes sur des questions qui ne doivent pas se poser. Pour moi, c'est quelque chose qui est hyper malaisant, c'est qu'on apprend aux femmes trans que leur pénis, c'est masculin. Mais je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas du tout d'accord avec ça. Moi, je vois beaucoup de femmes trans où c'est pas le cas. C'est quasiment féminin. Je trouve qu'un peu pénis, ça peut être féminin. Très féminin, carrément. Et un vagin, ça peut être très féminin. Ça peut être très masculin. C'est ça que je veux dire. Et pour moi, c'est un diclite, ça peut faire masculin. Et ça peut faire autant féminin que masculin. Pour moi, on veut juste mettre un genre dans un truc, on veut juste genrer un personnage qui doit pas être genré. Et pour moi, c'est quelque chose qui me dérange beaucoup. Parce que du coup, on fait en disant, ouais, un homme, une femme trans qui a un pénis, c'est excitant. C'est excitant. Et un homme trans, une personne binaire qui a un vagin, c'est excitant. Avoir des c'est excitant. Sauf que c'est pas le cas. Parce que c'est là où, par exemple, on considère pas une prothèse comme partie du corps de quelqu'un. Sauf que c'est une partie du corps de quelqu'un, une prothèse. Et on considère que quand t'as une prothèse, ça compte pas comme un rapport sexuel. Sauf que oui, c'est un rapport sexuel parce que c'est une prothèse, quand même. Même si c'est de la transformation, c'est comme une prothèse. Et je trouve ça tellement rédhibitoire de ce côté-là où c'est des rapports intimes qui sont queer. C'est pas des rapports intimes, c'est des rapports intimes queer.
c'est parties intimes, c'est la sexualité queer. Et c'est pas justement cette sexualité queer, cette sexualité qui n'est pas basée sur qui sont basées sur des sexualités qui sont pas forcément, pénétrées ou préliminaires ou préliminaires, forcément. Et forcément, c'est une sexualité queer qui va sur des prothèses, sur le corps de l'autre et tout ça. Et je trouve ça tellement, on doit se justifier parce qu'on a des pratiques queer. Et ce côté-là où on doit avoir des pratiques qui sont binaires, hommes-femmes. Sauf que ce n'est pas le cas des femmes trans, et certaines femmes trans, ce n'est pas le cas pour toutes les femmes trans, c'est le cas pour toutes les femmes trans. Pour moi, le fait qu'on binarise, qu'on fait le côté où on doit binariser même la sexualité d'une personne, même si le sexe et le genre, c'est pas du tout pareil, le sexe et le genre n'est pas pareil du tout, c'est dérangeant. Parce que on binarise le genre et le sexe de quelqu'un. Comme si d'avoir un sexe signifie de binariser le genre de quelqu'un, le sexe qu'elle a entre les jambes, sa partie génitale. C'est quelque chose de très rédhibitoire. Et forcément, parce que une femme trans ne peut pas avoir d'enfant, elles ne sont pas essentiellement une femme enceinte. Et même, forcément, une femme qui est pas hormonée ne sont pas à la même sensation, l'auto-hormonal, au niveau hormonal et menstruel. Sauf que c'est faux. Une femme trans, même si elle est pas hormonée, elles sont toutes d'une femme. Et les trans sont tous d'un homme et les personnes bien sont tous les deux. Sauf que c'est tellement dans la mentalité des gens de mettre les choses et de penser qu'un homme, et même si un homme trans qui a une poitrine, il a le droit de se mettre au torse nu parce que c'est une poitrine, donc c'est un homme, donc il a le droit de se mettre au torse nu parce que c'est une poitrine. Et une femme trans qui a un pénis, elle a le droit de se mettre poitrine, qui a un pénis, elle a le droit de quand même nu. Et même un homme trans, une femme trans qui n'a pas de poitrine, c'est quand même une femme. En fait, ce côté-là où quand même une femme trans qui est pas forcément toujours féminine, une femme trans qui est pas féminine, c'est quand même masculin, c'est quand même une femme trans. Une femme trans qui a quand même pas de poitrine, c'est quand même une femme. Ce côté-là où, pour moi, c'est quand même quelque chose où on dit clairement, une femme trans doit avoir une poitrine, forcément pas forcément. Et dans la culture queer, c'est ça. Et pour moi, c'est tellement rédhibitoire. Une femme trans n'est pas forcément une poitrine et c'est pas forcément, ça reste une femme. C'est extrêmement rédhibitoire. Et ça me terrifie qu'on pense comme ça. Ça me terrifie. Je suis terrifiée par ce genre de pensée. Je vous promets pas, ça me terrifie. Alors de penser me terrifie. Parce que peut-être mon pensée est beaucoup trop binaire, beaucoup trop queer, peut-être de penser comme ça. Mais je trouve que ça ne dérangerait pas qu'une personne trans utilise des pronoms inclusifs pour se définir. Clairement. Au fond. Ça ne dérangerait pas qu'une personne trans utilise des mots queer pour se définir. Des termes queer. Ça ne dérangerait pas. Je trouve ça normal. Je ne voudrais pas qu'une personne trans joue avec sa identité pour faire quelque chose. Ça ne dérangerait pas. Parce que clairement, on parle jamais de la sexualité queer, on parle juste de la généralité des choses. Est-ce que c'est là où moi, ça me dérange pour moi? Peut-être c'est peut-être moi que ça dérange que moi, mais non. Je trouve qu'on met un côté binaire dans la sexualité d'une personne trans, dans sa sexualité, avec le rapport d'un partenaire. Et en fait, on binarise un partenaire. C'est-à-dire que, par exemple, tu es en couple, on te reproche d'être en couple. Et forcément, on doit dire, en couple, c'est quoi la sexualité de la personne qui est en couple? Je trouve ça inapproprié de demander à la personne qui est en couple, c'est une femme trans, de savoir c'est inapproprié d'une personne qui est non binaire et vous êtes en couple, de poser la question parce que vous êtes en couple tous les deux. Ça, quasiment inapproprié de demander ce genre de choses. Et je trouve que dès que c'est une femme trans ou un homme trans ou deux personnes en couple qui sont du même genre, forcément on peut des questions beaucoup plus hard des moments. J'ai pas tout le monde, mais certes des moments. Et je trouve ça hyper malaisant et gênant. Forcément, il y aura une bête de foire en mode ah oui, vous êtes tous les deux, genre et les gens te renient pour ça parce que t'es en couple avec une femme trans, mais c'est là où ça me fatigue.
Les gens, par exemple, qui assument pas, qui sont attirés par les trans, des personnes qui assument pas, qui sont avec des personnes trans et qui refusent, et tout ça. Et en fait, des fois, il y a des femmes trans qui mettent partout qu'ils sont trans dans les réseaux sociaux, et les gens, ils disent, ouais, j'ai jamais été trans. Sauf que, je trouve ça tellement je trouve ça tellement méchant. C'est la méchanceté. C'est l'ignorance des moments. Mais des fois, c'est tellement dur. Et en fait, il y a tellement de possibilités d'hommes gays, de lesbiennes, de personnes cisgenres qui aiment des personnes trans. Et c'est possible. Et en fait, on a l'impression de dire que c'est impossible, en fait. Et sauf que c'est pas une théorie que c'est possible d'avoir. Et pour ça, c'est comme si c'est possible, disant, dès qu'une femme trans a un enfant, avec une personne cis, ok, c'est automatiquement la femme cis qui a un enfant, pourquoi est-ce qu'elle a adopté cet enfant? Et c'est tellement dénigrant. On fait comprendre que ta vision du couple doit être binaire. Ça doit pas être une vision queer, qui est une vision libre, sur la dignité de l'autre, basée sur quelque chose qui n'est pas binaire, qui n'est pas homme et femme, qui n'est pas ce côté binaire de un homme doit avoir une femme doit pas sur ça. Et ce côté-là où avoir une pensée queer ou même être une femme trans qui est plutôt dans le côté binaire, c'est dérangeant. C'est quelque chose qui me dérange au plus haut point. La vision, c'est pas des personnes cis qui, ce côté binaire me dérange beaucoup. Je me dis qu'il y a une vision hyper binaire, même même du côté homosexuel, gay, lesbienne, que je trouve ça hyper binaire. Je trouve ça hyper binaire. Et des fois, c'est pas aussi binaire que ça. Et c'est ce côté-là où on voit tout de manière binaire, sauf que c'est pas forcément binaire. Et c'est ce côté-là où c'est pas, et c'est quelque chose qui me frustre énormément parce que je trouve que l'anglais parle bien du sujet. Il y a beaucoup d'anglais qui parlent carrément du sujet plus profondément que moi je parle. Mais, il y a des mots et des termes, et des mots, et tellement, même des visions du mariage, de l'engagement dans le couple, dans la partie il y a une partie qui est complètement qui n'est pas binaire. Et ce côté-là où, dès que c'est pas binaire ou binaire. Et pour moi, c'est tellement, mais dérangeant. Je sais, pour moi, c'est dérangeant de, dans l'habilité, oui. L'habilité, ouais. Je trouve ça dérangeant du fait que je trouve ça bien que t'aies dans le côté binaire. Mais ça te dérange, je trouve bien que t'étais je trouve bien que t'étais dans le côté binaire. Je trouve bien que t'étais je trouve bien que t'étais le côté binaire. Ça, je trouve ça génial. Mais je trouve dérangeant, c'est le fait que on veut binariser les couples en mode, il faut binariser, il faut légitimer les couples, l'engagement, tout ça. Mais de manière binaire. Sauf que c'est pas aussi binaire que ça. C'est pas forcément toujours binaire, et c'est pour ça que ces couples-là ne sont pas mis du tout en valeur, et visibilisés à fond. À ce côté où on doit visibiliser tout, et valoriser tout, et du coup, c'est ce côté où c'est très énervant. Des moments. Parce que la vision du couple est pas forcément monogame, mais binaire, et ce côté-là où forcément, on binarise une monogamie, et le côté monogame est binaire. Moi, c'est tellement dérangeant de penser que binaire égale monogame. Et forcément, c'est ça. Ou queer égale non monogame, forcément. Du coup, on a un énorme cliché sur les couples qui sont pas dans la binarité, qui ont une vision couple du binaire. Et je trouve qu'il y a énormément de gens qui en parlent, mais pas vraiment profondément de sujet. Et je pense qu'il y a ce côté où le genre dans le couple de queer ne compte pas. Le passage génital ne compte pas. Le genre ne compte pas. C'est juste l'individu et la personne en général, c'est quelqu'un qui pense et tout ça. Il n'y a pas de genre défini, que c'est un peu un couple non genré, en fait, pour certaines personnes queer. Qui n'est pas monogame. Ou monogame. Qui est un mélange entre monogame et pas monogame. Ça dépend des personnes. Et je trouve que ces visions-là n'est pas assez mis en valeur. Je trouve. C'est souvent un peu en mode péjoratif, quoi. Et il y a des mots comme ça qui sont utilisés par la communauté queer
et gay. Ce sont des mots anglais qui sont péjoratifs, qui sont réduits comme positifs, qui sont pas compris par les personnes cis, mais par les personnes gays eux-mêmes comprennent. Et c'est quelque chose où on drag queen comprennent, les drags, en tant que drag, on se comprend. Mais, il y a ce côté où ça dérange les gens. Parce que il y a ce côté où il y a le côté binaire. Drag queen. Les drags. Vous voyez les drags. En général, les drags. Vous voyez le côté drag. Dans le milieu du drag. Et je veux dire que c'est ce côté-là où c'est vocabulaire, on utilise ces choses péjoratives comme de l'humour contre nous-mêmes, de l'humour sur des choses. Et du coup, des fois, elle comprend pas notre humour sarcastique et des choses. Et du coup, il y a ce côté-là où, même pour les relations en général, il y a ce côté sarcastique des choses, certains. Et ce côté-là, on ne comprend pas ça. On comprend pas qu'en fait, ce que tu dis, ce n'est pas une insulte, en fait. C'était quasiment un compliment. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup de gens ne comprennent pas. Et ce côté-là où, par exemple, Twinks, voilà, je vais utiliser le mot Twinks, Twinks. Genre, moi, je suis comme une Twinks. Twinks, c'est... On a des différences honnêtes de mots Twinks. C'est pas à moi de regarder ce que c'est Twinks. Bref. Qui est un truc péjoratif, mais moi, je m'utilise moi-même. Maintenant, c'est péjoratif Twinks. Sauf que moi, je l'utilise pas comme chose péjoratif. C'est positif. Donc, c'est quelque chose de péjoratif. Et je trouve que, par exemple, utiliser des mots péjoratifs en positif, c'est quelque chose de bon. Sauf que j'ai l'impression que souvent, on parle pas de ça, en général. Et j'ai l'impression de parler de sujets qui sont beaucoup trop loin dans la thématique de la binarité homme-femme. Et je reviens sur quelque chose que beaucoup de gens disent, oui, tu es féminine, mais tu es non-binaire. Tu prends les hormones et tu n'as pas besoin, parce que ouais, tu n'as pas besoin des non-binaires. Sauf que, je trouve ça hyper dérangeant de penser comme ça de moi, et binaire de penser comme ça. Parce qu'on me demande limite, tu fais ça pour le buzz, tu fais ça pour le chose, et j'assume que je fais pas ça pour le buzz, malgré qu'on pense que je suis pas honnête et que je fais des mauvais contenus, que mon contenu n'est pas bon et qu'on pense que je suis pas parfait et que ça c'est pas parfait du tout. Je me justifie pour ça. Vraiment, je me justifie pour ça. Je sais que beaucoup de gens ne comprennent pas parce que je veux parler du thématique profond du queer. Et je veux pas parler du surplace, mais du profond, thématique profonde qui parle du queer en profondeur. Et je veux pas parler de thématique au complet parce que j'ai peur que YouTube, en guillemets, YouTube, oui, oui, YouTube me légitime pas en tant que personne. Du coup, j'évite de faire des thématiques précises, des choses précises, de peur que YouTube me censure des vidéos ou me visibilise pas. Du coup, souvent, ce que je fais, c'est que je ne dis pas les thématiques en description pour éviter ce genre de choses. Et oui, je peux pas sujet en profondeur, parce que c'est difficile pour moi de sujet en profondeur quand un sujet que je ne connais pas ou que je ne sais pas le sujet. Ou j'ai vécu personnellement. Et oui, ce n'est pas le cas pour tout le monde, tout ça. Mais après, dit que je fais ça pour le buzz et que je fais ça pour des buzz et pourquoi je parle de ça tout le temps. Parce que moi, tout ça, ça m'a réellement manqué. Et tout ce que je vais aider, c'est les personnes non binaires et les jeunes non binaires à s'aider et aux personnes qui sont en découverte de connaissances sur le côté queer et sur la connaissance déjà qui sont non binaires, avoir une connaissance beaucoup plus profonde sur le sujet. Sauf que j'ai l'impression que limite, on me fait des reproches le fait que je me publie et que j'ai des critiques sur le sujet de la non-binarité et qu'on ne peut pas votre question parce que je suis très fermée d'esprit sur le sujet. Sauf que, en fait, en guillemets, je me sens pas à l'aise, en fait. Il y a des sujets où je me sens pas forcément à l'aise d'en parler. Et c'est vrai que j'essaie de parler de manière concrète, sans parler réellement de moi. Mais j'essaye au plus haut point de faire des contenus intéressants.
Et des fois, des fois, j'ai des contenus qui sont tellement peu des fois, le contenu est tellement peu que je vais faire plusieurs contenus sur des sujets différents. Parce que le contenu, en général, est trop court pour une vidéo. Et j'ai envie de parler du quiz de manière positive et générale. Du coup, c'est ce que je voulais parler. C'est vrai que beaucoup de gens, je pense que beaucoup de gens me reprochent beaucoup de choses sur le fait de mon contenu, le fait de comment je parle en réalité, comment je suis en réalité, tout ça. Et je pense que beaucoup de gens font des reproches, font des trucs, en disant que j'exagère et machin, et que les gens sont pas comme ça. Je sais. Je sais, je sais, je sais, je sais, je sais. Et je sais que beaucoup de gens sont dans la critique et dans le jugement, et donc tu fais du buzz et que je fais semblant que c'est une lubie, que c'est une passion et que tout ça. Et je sais que beaucoup de gens, tout ça, et je sais que tout ça, c'est faux. Et ça me fatigue au point d'être obligée de me justifier constamment. Et les gens qui m'attaquent pour rien. Ça me fatigue. Clairement, ça me fatigue de trouver de me justifier sur quelque chose que je fais par amour et par passion. Parce que clairement, j'avoue, j'ai déjà pensé arrêter YouTube à cause de ça. J'avoue. Et je pense que c'est la raison pourquoi aussi j'ai beaucoup arrêté sur la non-binarité, que j'ai beaucoup arrêté des vidéos sur la non-binarité. Parce que j'en pouvais plus de me faire tailler pour ça. De me faire constamment tailler sur mon contenu par des gens de ma propre communauté, de me faire tailler par des contenus par des personnes qui me font des commentaires. Et tout ce que je veux, c'est parler des sujets aux profondeurs, des sujets thématiques qui sont pas abordés dans les milieux francophones youtubeurs. Des mecs qui sont jamais abordés en profondeur, qui sont jamais parlés en profondeur, qui du milieu du queer. Si pour ça me faire tailler, je me ferais tailler. En plus, c'est parler des profondeurs du milieu du queer, et le but, quand je parle de normalité, c'est de parler du profondeur du queer. Pas les thématiques profondeur du queer. Pas des thématiques profondeur du queer. C'est ça le but. C'est pas de faire du buzz. C'est pas, en fait, c'est pas le but, c'est pas faire ça, c'est le but, pas du but, c'est de parler de profondeur du queer. Et le but de ces vidéos de base, comme je répète dans beaucoup de mes vidéos, de base, c'est un journal intime où je marque ce que je ressens comme sentiment, comme personne que je ressens comme sentiment, comme personne que je ressens. Le but, c'est de faire mes propres réflexions que j'ai sur le queer, mes propres réflexions et mes propres notes que j'ai trouvées sur le queer et les choses que je peux avoir sur le queer. C'est ça le but. De visibiliser tout le monde, chaque personne, pour que les gens qui débutent une transition médicale de non-binaire et des personnes trans qui ont des questionnements, on réussisse à avoir une vision beaucoup plus large des choses. Comme moi, il me manquait à l'époque où j'ai commencé ma transition. Mais vu que, parce que moi, je veux donner ce que moi, il me manquait au début de transition. Ce qui veut dire une personne non-binaire dans un milieu youtubeur. Qui parle des hormones. J'ai beaucoup manqué dans ma transition de personnes qui manquaient d'hormones, de personnes qui manquaient de testostérone, des personnes qui manquaient de personnes qui me parlaient des hormones et de la normalité hormonale, qui parlaient du sujet cuir en profondeur. Moi, j'ai vu certaines choses, j'ai pas pu avoir ces réponses en profondeur.